Salut les gens. Yo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous lire un chapitre de notre livre qui s'appelle Classique et qui est un livre dont les chapitres mettent en lien des œuvres classiques avec des éléments de la pop culture. Et donc ce chapitre-là par exemple il s'appelle Le divorce de Figaro, puisqu'on va faire le lien entre Le mariage de Figaro de Beaumarchais et Pretty Woman. Qui l'eût cru. Le mariage de Figaro, écrit par Beaumarchais, joué pour la première fois en 1784, est sous-titré La folle journée. Alors ouvrez grand vos oreilles parce qu'on ne répétera pas. La pièce commence au matin du mariage entre Figaro, valet d'un grand d'Espagne qui s'appelle le comte Almaviva, et sa fiancée Suzanne, qui elle sert la comtesse. Les oiseaux chantent. Sauf que Suzanne n'est pas tranquille. Le comte lui tourne autour et voudrait bien la séduire. C'est un chaud lapin. Mais il est aussi jaloux. Le comte soupçonne Chérubin, son jeune page, d'être amoureux de la comtesse, ce qui est vrai d'ailleurs. Son caractère tyrannique lui met donc à dos Figaro, Suzanne, Chérubin et la comtesse, qui fomente alors un plan pour le piéger. Le comte recevra 2 billets, le premier anonyme, l'informant que sa femme a un rendez-vous galant le soir même, et le second de Suzanne, le conviant à un rendez-vous galant le soir même. Il éprouve jalousie et excitation au même moment, et tombe dans le panneau. Il rejoint Suzanne, qui entre-temps s'est mariée, et lui déclare sa flamme. Mais le masque tombe, c'était la comtesse, déguisée en Suzanne. Tout le monde a assisté à la scène, et le comte est ridiculisé. Sa femme, qu'il ne mérite décidément pas, lui pardonne. Fin. Nous avons omis 1 536 398 coups de théâtre et retournements de situation, dont le moment où on apprend que la vieille Marceline, qui est amoureuse de Figaro et qui faisait tout pour l'épouser à la place de Suzanne, est en fait sa mère. Bon. Sa mère. Alors, c'est pas une folle journée ça ? J'admets Pierrot. Comme on ne s'ennuie pas une seconde, la pièce a connu un succès absolument retentissant. Et ça fait maintenant 250 ans que les gens se pressent pour aller la voir au théâtre. Pourtant, sous ces airs de comédie fourre-tout et novatrice, le mariage de Figaro reprend des codes qui sont très anciens. Des codes qu'on voit toujours à l'œuvre dans les comédies romantiques actuelles, de Bridget Jones à l'arnaqueur. Attends une minute. Chez les bons garçons, on n'embrasse pas comme ça. Non, si tu vas voir que si. Je suis d'accord. D'abord, l'intrigue est vachement typique. C'est-à-dire que c'est un triangle amoureux où 2 amis, ou là, anciens amis, désirent la même femme. Les personnages eux-mêmes sont des stéréotypes, c'est-à-dire que Figaro, c'est le valet rusé, Suzanne, c'est la proie qui ne se laisse pas faire, le comte, c'est l'homme puissant dont le lecteur espère qu'il sera ridiculisé, etc., etc. Et les ressorts comiques sont souvent des quiproquos, c'est-à-dire que 2 personnages croient parler de la même chose, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et il n'y a que le spectateur qui s'en rend compte. Et ce n'est même pas Beaumarchais qui invente ces codes. On les trouve déjà chez Molière, déjà Old, dans L'Avare, Le Malade imaginaire, L'École des femmes et d'autres. Si on remonte encore plus loin, on les dénichera dans la Commedia dell'arte, le genre théâtral italien de la Renaissance. Et si j'osais continuer mon name dropping, j'évoquerais les comédies du poète latin Plaute, qui racontait déjà dans La Marmite au IIe siècle avant Jésus-Christ l'histoire d'un vieillard opposé à l'amour de 2 adolescents. Finalement, on trouve dans une langue morte le script du Moulin Rouge de Baz Luhrmann. C'est ça. Bon, alors du coup, déjà ça c'est réglé. C'est-à-dire que le mariage de Figaro n'a pas l'intrigue la plus originale qui ait jamais été écrite. Mais alors, comment comprendre son succès ? Eh bien, il faut sans doute se pencher sur le nombre infini de sous-intrigues et puis sur la puissance de répartie de ces personnages. Dans cette pièce, ils ont vraiment l'art de se couper la parole pour Rebondir sur la réplique précédente est une chose facile. Non, je dirais que dans toute cette jungle d'humour, il ne faut pas passer à côté d'un élément majeur. Les personnages sont tous liés par une histoire ancienne. Le mariage de Figaro est une suite et le roman de la famille Almaviva, comme l'appelle Beaumarchais, a été commencé 9 ans plus tôt dans Le Barbier de Séville. Avant de se battre pour l'amour de la fiancée de Figaro, le comte et son valet étaient alliés, rusants comme des renards ou des hérissons très malins, pour piéger leurs adversaires. Déjà, la pièce avait fait salle archi-comble. C'était l'aube de la gloire de Beaumarchais. Et l'immense compositeur Rossini avait annoncé vouloir en faire un opéra. Le secret du succès, c'était de respecter sa devise. Pas 1 minute pour s'emmerder. Au fond, Beaumarchais, alors, n'est-il pas le Cyril Hanouna du XVIIIe siècle ? Non. Dans Le Barbier de Séville, Figaro était barbier à Séville, qui l'eût cru, dans la maison du docteur Bartolo, un vieillard désireux d'épouser sa pupille, la belle Rosine. Il croise un jour le comte Almaviva, son ancien patron, et leurs retrouvailles sont heureuses.
Mais le comte le met dans la confidence. Il est fou amoureux de Rosine et veut à tout prix la conquérir. Figaro décide alors de l'aider. Après des rebondissements nombreux, le comte parvient à séduire la jeune femme et il l'épouse en secret, juste avant le retour du terrible docteur Bartolo. Mais donc, on est d'accord que c'est à nouveau un triangle amoureux. Parce que si on prend le résumé que Beaumarchais lui-même fait du Barbier de Séville, il écrit « Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille. Un jeune amant plus adroit le devance, et ce jour même en fait sa femme, à la barbe et dans la maison du tuteur. » Bon bah, si on essaie de résumer le mariage à sa façon, on dirait « Un noble prétend séduire sa servante, un jeune homme plus adroit le devance, et ce jour même en fait sa femme, à la barbe et dans le château du comte. » Alors, est-ce que Beaumarchais n'a pas tout simplement repris le même scénar au calme ? Oui. Et c'est là son génie. Il aurait carrément prêté le flanc à la critique si le Barbier et le mariage étaient deux histoires déconnectées. Mais ses œuvres sont habitées par les mêmes personnages qui ont simplement vieilli entre-temps. Et c'est justement par là que Beaumarchais dévoile la faille de Pretty Woman. La faille de Pretty Woman ? Tu parles de la célèbre théorie du docteur Edmund Schmölberger sur la relativité restreinte étendue à la théorie des plaques ? C'est pas notre meilleure blague. Non Pierrot, je parle du film de 1990 où Julia Roberts incarne une prostituée, Vivian, qui sera tirée de la rue par le beau et riche Edward. L'amour change le cœur de ce businessman impitoyable et hautain, et à la fin, ils s'embrassent. Conscient de son rôle de prince charmant, Edward demande alors à Vivian « Et qu'est-ce qu'il se passe après, quand il grimpe dans la tour et qu'il l'a délivrée ?» Et elle répond « Elle le délivre aussi, et ils partent. » Cette réplique révèle deux choses. La première, c'est que les scénaristes essaient vraiment de nous faire croire que Viviane n'est pas soumise au patriarcat. La seconde, c'est qu'une fois que la femme est délivrée et que le baiser est donné, l'histoire est terminée. Il n'y a plus rien à raconter. Clairement, on se situe là dans Blanche-Neige ou dans n'importe quel autre conte de fées qui se finit bien. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce dénouement est la plus classique des fins. Et c'est comme ça que s'était conclu le Barbier. Écoute Redek, il faut que je te dise, moi je connais pas ce film. En revanche, j'ai sous les yeux le script original de Une jolie femme, qui est le titre de la version québécoise, et je peux t'assurer que Viviane, elle meurt d'une overdose. Enfin, en tout cas, si Edward l'épouse, c'est pas précisé. Mon ami, ton erreur est compréhensible. Tu as dans les mains le script original avant que les studios Disney ne reprennent le projet en main. Dans cette version, il paraît même, d'après Julia Roberts, qu'Edward était censé l'éjecter de la voiture en lui jetant des billets de banque à la figure avant de partir au loin. Nice. Ce sont les nouveaux producteurs qui ont voulu faire de Viviane une nouvelle Cendrillon. Ok, bon, et dans le script original de ce chapitre, on a prévu de recaser Beaumarchais ? Tu t'impatientes, Pierrot. Ce que je cherche à dire, c'est que si Beaumarchais avait vu Pretty Woman, il aurait jeté son popcorn à l'écran et il aurait dit « Mon œil, oui, ils se marient !» Et après, est-ce que vraiment ils vont vivre heureux ? Le mariage est une chose sérieuse et difficile, et il est à craindre que les vieilles habitudes d'Edward ne reviennent au galop. Je paraphrase bien sûr, Beaumarchais trouve qu'on ne change pas si vite et que les hommes qui vont voir des prostituées quand ils se sont engueulés avec leurs fiancés font de mauvais maris. C'est justement pour ça qu'il écrit le mariage de Figaro, car il passe de la comédie classique et rigolote, le Barbier de Séville, à l'étude de mœurs. Tout ça grâce à un petit moyen, le réemploi de ses personnages. En racontant une nouvelle histoire, mais 3 ans plus tard, l'auteur donne vie à ces êtres de papier qui ont l'air d'avoir vécu entre les deux pièces. L'humour satirique de Beaumarchais devient donc une critique cinglante de l'état de la société. C'est vrai que les censeurs de l'époque, par exemple, n'ont pas du tout apprécié le passage où Figaro, qui croit avoir perdu Suzanne, fait éclater sa colère contre le comte et déclare « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter ? Exactement. Ce texte polémique est superbe, et ils ont bien eu raison de ne pas le prendre à la légère. Figaro se plaint que le comte, son ancien ami, soit un personnage dévorateur. Et les spectateurs sont naturellement d'accord avec lui. D'abord, sous leurs yeux, le comte veut ravir la fiancée de Figaro. Mais en plus, ils se souviennent de la pièce précédente, dans laquelle le comte avait déjà ravi la fiancée du docteur. À l'époque, il avait applaudi, parce que Bartolo, le méchant docteur, était un vieux tuteur lubrique. Mais désormais, c'est beaucoup moins rigolo.
Beaumarchais l'écrit texto dans sa préface. Sa pièce raconte les efforts que cette fiancée, Suzanne, celui qu'elle doit épouser, Figaro, et la femme du seigneur, la comtesse, réunissent pour faire échouer dans son dessein un maître absolu, que son rang, sa fortune et sa prodigalité rendent tout puissant pour l'accomplir. C'est exactement ce qu'il se passe quand moi, qui suis tout puissant dans ma cuisine, eh bien le peuple cherche à faire échouer mon clafoutis, qu'il soit 100 fois maudit. Le prédateur est facilité dans sa chasse par l'ascendant que la société lui a donné sur Suzanne. C'est très clair. Cette critique de la noblesse, à la fois politique et sociale, se double alors, là c'est très stylé, d'une critique anthropologique. Une réflexion sur l'être humain et son rapport au désir. Le valet Figaro se réjouit de ce qu'il a et de l'excellente femme qu'il va épouser, même si elle n'est ni riche ni bien née. Le comte, quant à lui, est consumé par le désir de posséder ce qu'il n'a pas et de délaisser ce qu'il a. Sa quête frénétique pour autre chose est brillamment ridiculisée peu après le monologue désolé de Figaro, quand le comte a rendez-vous avec Suzanne, qui n'est autre que la comtesse déguisée. Il tombe alors dans le panneau. Mais quelle peau fine et douce! Et comme il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. Oh, la prévention. A-t-elle ce bras ferme et rondelet? Ces jolis doigts, pleins de grâce et d'espièglerie. Tu te rends compte quand même, ce gros blaireau complimente la douce main de sa servante, qui n'est en réalité que la douce main de sa propre femme. Non mais range ton zob, gros débilos. Heureusement, quand la comtesse révèle son identité, tout le monde est présent. Et le comte est bien obligé de reconnaître sa faute. Mais tu peux imaginer une suite à Pretty Woman, dans laquelle 3 ans plus tard, Edward roule encore au pas sur les boulevards extérieurs de Los Angeles. Ça marquerait autant les esprits qu'un scénario qui placerait Peter Pan dans un vrai film de guerre ou Blanche-Neige dans un monde où les parents nous rappellent de ne pas parler aux inconnus. Fin. Et voilà, c'était un chapitre de notre livre classique, où on met en lien des œuvres classiques avec des objets de la pop culture. On espère que ça vous a plu. Yes, il y en a 18 comme ça dans le bouquin. Et on va en faire 2 autres qui sortiront à la rentrée, donc en septembre ou octobre, on verra encore. Si ça vous a plu, en tout cas, le lien est en description. Si vous voulez nous soutenir, on vous rappelle que cette émission, elle ne vit que grâce au soutien financier de ses abonnés. Donc n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, par exemple. Voilà, sinon vous pouvez partager cette vidéo à vos amis, vos familles.